Dans cette vidéo, on va aborder la notion d'espérance. Alors en probabilité, il y a pas mal de situations où on peut parler de l'espérance d'une variable aléatoire, mais dans ce cours, on va se cantonner à une seule situation, celle d'une variable x qui est à valeur réelle. Comme d'habitude, on suppose aussi que grand X a un nombre fini de valeurs possibles. Ces valeurs possibles, on va les noter les xi, et on va noter pi, les probabilités que grand X vaille chacun des xi. On appelle alors espérance de x, et on note e de x, le nombre qui est défini de la manière suivante, c'est la somme pour i allant de 1 à n des pi fois xi. Vous voyez que par définition, en fait, cette quantité, c'est une somme des valeurs de grand X, mais qui sont pondérées par les probabilités que grand X vaille chacun des xi. On parle alors de moyenne pondérée des xi. Il faut bien comprendre que c'est une généralisation de la notion de moyenne traditionnelle. Quand vous faites la moyenne des xi, c'est la somme des xi divisée par n. Et là, en distribuant le 1 sur n, vous pouvez aussi l'écrire comme étant 1 sur n fois x1 plus 1 sur n fois x2, etc. jusqu'à plus 1 sur n fois xn. Ça, c'est un cas particulier d'espérance puisque c'est une combinaison linéaire des xi avec des coefficients ici qui sont tous positifs et dont la somme fait 1. Quand vous faites 1 sur n plus 1 sur n, etc. jusqu'à plus 1 sur n, n fois, ça donne bien 1. C'est une distribution de probabilité. En fait, c'est la distribution uniforme. Eh bien, une espérance, c'est ça, mais pas forcément la distribution uniforme. Vous voyez, c'est une somme des pi fois xi. Donc, c'est bien une combinaison linéaire des xi, avec ici des coefficients qui sont bien positifs, et dont la somme fait 1. On parle de somme pondérée, de moyenne pondérée des xi, et chacun des pi est appelé le poids associé à la valeur xi. En fait, plus cette valeur pi est grande, plus le poids, c'est-à-dire l'importance de cette valeur xi, est grande dans cette somme en comparaison du poids des autres xk qui interviennent dans cette somme. Pour remarque, c'est exactement ce genre de calcul que vous faites quand vous calculez votre moyenne du semestre et que les coefficients des matières ne sont pas forcément tous les mêmes. Pour se faire la main, on va prendre deux exemples. Premier exemple très simple, considérons x1 le résultat d'un dé équilibré. De façon générale, une manière intéressante de représenter les choses quand on s'intéresse à l'espérance, c'est de représenter sur l'axe des réels les valeurs de la variable, donc ici c'est les entiers entre 1 et 6, et de représenter ces valeurs par des points dont la taille est proportionnelle au poids de ces valeurs, c'est-à-dire à leur probabilité d'être prise par la variable aléatoire. Alors ici, les probabilités, elles valent toutes 1/6. Le dé, il est équilibré, ce qui fait que ici, tous les points rouges ont la même taille. Dans cette situation, on peut en fait un peu deviner graphiquement la valeur de l'espérance. C'est une sorte de valeur moyenne de toutes ces valeurs. Mais comme cette moyenne est pondérée par les probas, il faut s'imaginer que chaque point tire vers lui l'espérance proportionnellement à son poids. L'espérance va donc être une sorte de point d'équilibre de toutes ces tensions, de toutes ces attractions. Ici, le point d'équilibre, il est clairement ici, c'est un point de symétrie de la distribution, ce qui permet de lire graphiquement que l'espérance va valoir 3,5. Alors maintenant, vérifions cette conjecture graphique par le calcul. L'espérance de x1, si on se réfère à la définition de l'espérance, c'est donc la somme des pi xi où les pi valent tous 1/6, donc c'est 1/6 fois 1 plus 1/6 fois 2 jusqu'à 1/6 fois 6. De là, c'est juste un calcul numérique. Une façon simple de le faire, c'est de mettre le 1/6 en facteur, puisqu'on se ramène ensuite à la somme des premiers antinaturels jusqu'à 6. Et ça tombe bien, puisque cette somme, on a une formule pour la calculer. Ici, ça va valoir 6 fois 7 sur 2, puisque c'est n plus 1 sur 2, avec n qui vaut 6. Du coup, les 6 se simplifient, on obtient 7 demi, ce qui vaut bien 3,5. Ça confirme la conjecture graphique. Deuxième exemple, on va maintenant considérer une variable x2 qui est aussi le résultat d'un dé, mais pas d'un dé équilibré, d'un dé pipé. Et pipé de cette manière-là, la probabilité que x2 vaille 1, 2, 3, 4, 5, c'est la même, mais c'est 1/10, donc strictement moins que 1/6. Donc là, au niveau des sommes des probabilités, on en est à 5/10, c'est-à-dire à 1/2. Et donc, par élimination, la probabilité que x2 vaille 6, ça vaut donc 1 moins 1/2, c'est-à-dire 1/2. Comme précédemment, on peut représenter cette situation sur l'axe des réels en représentant donc les valeurs de x2, qui sont donc encore les entiers compris entre 1 et 6, mais avec des probabilités qui ne sont plus les mêmes, plus 1/6, mais 1/10 pour les 5 premières valeurs, et 1/2 pour la valeur 6, ce qui fait que le point rouge ici qu'on a mis sur l'axe des réels est beaucoup plus grand, en fait 5 fois plus grand que les autres points rouges. Ça permet de conjecturer un peu la valeur de l'espérance, puisqu'il faut ici imaginer que le point rouge tire vers lui l'espérance. Elle ne va donc plus valoir 3,5, mais plus que 3,5. En fait, une valeur difficile à avoir précisément ici graphiquement, mais une valeur qui va être comprise entre 3,5 et 6. Maintenant, faisons le calcul de l'espérance. L'espérance de x2, c'est donc 1/10 fois 1 plus 1/10 fois 2 jusqu'à 1/10 fois 5, plus le dernier 1/2 fois 6.
Si on fait le calcul numérique, on s'aperçoit que cette espérance, elle vaut 4,5. Ça confirme bien l'intuition. C'est bien une valeur qui est intermédiaire entre 3,5 et 6. Là, sur le dessin, elle va être ici. Le point rouge, le gros point rouge, a bien tiré vers lui l'espérance. Petite remarque simple, si jamais on classe les valeurs possibles de grand X par ordre croissant, alors en fait on aura toujours la propriété suivante, l'espérance de x, qui est donc la combinaison linéaire des PI fois xi, sera toujours comprise entre x1, la valeur la plus petite de grand X, et xn, la valeur la plus grande de grand X. Toujours. C'est pas difficile à démontrer. Regardez, pour tout i appartenant à un n, on sait donc par définition que xi il est compris entre x1 et xn. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les pi fois xi. Or, pi il est positif, donc on peut multiplier par pi dans cette inégalité sans changer le sens de l'inégalité. On obtient ça. Puis, comme cet encadrement est vrai pour tout i, on peut le sommer sur i pour faire apparaître la somme pour i allant de 1 à n des pi xi, c'est-à-dire l'espérance de grand X, ce qui nous intéresse. À gauche, on obtient alors la somme des pi fois x1, et x1 c'est quelque chose qui ne dépend pas de i, donc on peut le mettre en facteur de la somme ici. On obtient alors la somme des pi, mais la somme des pi elle vaut 1, les pi c'est une distribution de probabilité. Donc on obtient x1 fois 1, c'est-à-dire x1 à gauche. À droite, c'est exactement la même chose, on obtient la somme des pi fois xn, on met en facteur xn, la somme des pi donne 1, ce qui fait qu'on obtient xn fois 1, c'est-à-dire xn. Voilà, l'espérance de x est toujours comprise entre la plus petite valeur de grand X et la plus grande valeur de grand X, ce qui est en fait totalement cohérent avec les représentations schématiques qu'on faisait précédemment. Intuitivement, on comprend que l'espérance d'une variable x, c'est un indicateur de ce qu'on pourrait appeler la localisation moyenne de grand X. Alors là, attention, un indicateur de localisation moyenne, oui, mais pas forcément du tout une valeur typique de grand X. Il ne faut pas croire que x vaut souvent la valeur espérance de x, pas du tout. Regardez, pour illustrer ça, prenons quelques exemples de variables aléatoires qui sont toutes d'espérance 3. La première, très simple, on représente ici une variable aléatoire qui vaut tout le temps 3. Vous voyez là sur ce graphique, en abscisse ce sont les valeurs des xi et il n'y en a qu'une seule valeur possible qui est 3. Et en ordonnée, on représente ici les pi. Donc on ne représente pas les probabilités par la taille de points, mais par la hauteur d'un bâton. Donc là, la probabilité que la variable va être 3, c'est 1. Cette variable, elle est donc d'espérance 3. Et ici, 3 est bien une valeur typique de grand X, puisque grand X vaut carrément toujours 3. Mais maintenant, deuxième exemple. Une variable aléatoire qui peut prendre cette fois-ci deux valeurs, la valeur 2 avec probabilité 1,5 et la valeur 4 avec aussi probabilité 1,5. Eh bien, cette variable aléatoire, son espérance, c'est aussi 3. Alors que vous voyez ici que 3 n'est pas une valeur typique de grand X, puisqu'il est impossible que grand X vaille exactement 3. Enfin, troisième exemple encore pire, vous voyez ici une distribution où les valeurs possibles de grand X, c'est certaines valeurs autour de 3 moins 100, c'est-à-dire autour de moins 97 avec certaines probas, et puis certaines valeurs autour de 3 plus 100 avec d'autres probabilités. En imaginant que ça se compense, on obtient aussi une variable aléatoire qui est d'espérance 3. Et vous voyez que ici, c'est encore pire, puisque non seulement 3 est une valeur impossible de grand X, mais en plus, toutes les valeurs de grand X sont toutes très éloignées de cette valeur 3. Donc vraiment, 3 n'est pas du tout une valeur typique de grand X. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'espérance est certes un indicateur de localisation, mais un indicateur extrêmement grossier qui ne caractérise pas du tout la loi de grand X, au sens où vous pouvez très bien avoir des variables qui ont des distributions extrêmement différentes entre elles, mais qui pourtant ont la même espérance. Enfin, terminons avec un point de vocabulaire. Lorsque l'espérance d'une variable x vaut exactement 0, eh bien ça porte un nom, on dit que grand X est une variable centrée. On arrive au moment le plus important de cette vidéo, il s'agit d'un théorème qui s'appelle la formule de transfert. Ici, f désigne une fonction à valeur réelle qui doit être définie au moins sur l'ensemble grand X de oméga, c'est-à-dire sur les valeurs possibles de grand X. On va voir pourquoi. Et on s'intéresse à non pas l'espérance de x, mais l'espérance de f de x. Ce théorème répond à cette question en disant que cette espérance, on peut la calculer de cette façon-là. Il s'agit de la somme des pi fois les f de xi. Dans cette somme, on s'aperçoit qu'on est en train ici de sommer les f de xi qui sont en fait les valeurs possibles de f de x. Et oui, les valeurs possibles de x, ce sont les xi. Donc les valeurs de f de grand X, eh bien, ce sont les f de xi. Ok. Et puis donc, dans cette somme, ces valeurs sont pondérées par les pi qui sont les probabilités. En fait, les probabilités que grand X vaille chacun des xi, les pi forment la distribution de probabilités qui forme la loi de grand X.
Une autre façon d'écrire cette formule, c'est de sommer non pas sur i entre 1 et n, mais de sommer directement sur les valeurs petit x qui constituent grand X de oméga. Ça donne alors la somme des probabilités que grand X vaille petit x fois f de petit x. En fait, c'est exactement la même formule, puisque ici, c'est la somme des f de x, c'est-à-dire des valeurs de f de grand X, multipliées par les probabilités correspondantes. On voit donc que ce que signifie cette formule, c'est que quand on applique f à une variable aléatoire, eh bien, au niveau de son espérance, il va falloir appliquer f, alors pas du tout aux probas, qui sont exactement les mêmes, mais aux valeurs. Prenons un exemple pour voir pourquoi en pratique c'est très facile d'utiliser cette formule. Si jamais vous vous intéressez à l'espérance de exponentielle de grand X plus 2x, eh bien c'est égal à la somme des pi fois exponentielle de xi plus 2xi. Si vous vous intéressez à l'espérance de x carré, eh bien c'est égal à la somme des pi fois les xi au carré. Alors, comprenons pourquoi cette formule de transfert est vraie. En fait, l'essentiel de l'explication est dans le tableau qu'on a dessiné ici. Vous allez voir, c'est absolument pas compliqué. La première ligne désigne ici les événements qui constituent le système complet d'événements qui est associé à la variable grand X. Ce sont donc les événements grand X égale x1, grand X égale x2, jusqu'à grand X égale xn. On sait que ces événements forment une partition de grand oméga. Maintenant, regardez la première de ces colonnes. La probabilité que x vaille x1, eh bien, par définition, c'est donc P1. Et maintenant, sur cet ensemble-là, la valeur de f de grand X, eh bien, il n'y a pas le choix, c'est f de x1. Puisque sur cet événement grand X est constant à x1, donc f de grand X est lui-même constant à f de x1. Ensuite, deuxième colonne, même chose. L'événement grand X égale x2, sa probabilité c'est P2, et sur cet événement-là, f de grand X, elle vaut f de x2. Etc., jusqu'au dernier, qui est de probabilité Pn, et sur lequel f de grand X vaut f de xn. En fait, là, ce qu'on a sous les yeux, avec les pi en vert et les f de xi en rouge, c'est la loi de f de x. En fait, c'est quasiment la loi de f de x. C'est la loi de f de x dans un cas qui va être le cas où les f de xi sont tous distincts 2 à 2, puisqu'on a les valeurs de f de xi en bas, avec les probabilités que grand X vaille ces f de xi en haut. Du coup, dans ce cas, la formule de transfert qu'on a écrite en haut ici n'est rien d'autre que la définition de l'espérance de f de x, puisqu'on est en train de faire la somme des f de xi, c'est-à-dire des valeurs de f de grand X, et pour chacune d'entre elles, le nombre pi, c'est très exactement la probabilité que f de grand X vaille f de xi. Donc là, il n'y a rien à démontrer, c'est même pas un théorème si vous voulez, c'est vraiment juste la définition de l'espérance. Le seul cas où là il va falloir argumenter et démontrer quelque chose, c'est le cas où il y a des f de xi qui sont égaux entre eux, ce qui peut arriver, notamment si la fonction f n'est pas injective. Mais en fait, on va voir que ça ne change strictement rien. Regardez, comprenons pourquoi. Imaginons qu'il y ait deux de ces valeurs, mettons f de x2 et f de x3, qui sont égales entre elles. Alors pour obtenir vraiment rigoureusement ce qu'on appelle la table qui donne la loi de f de grand X, il va falloir ici regrouper les deux colonnes. En fait, la probabilité que f de grand X vaille f de x2, c'est ni P2 ni P3, c'est la somme, c'est P2 plus P3. À ce moment-là, si jamais on fait le calcul de l'espérance de f de x, eh bien, par définition, le terme correspondant, ça va être un terme donc en f de x2 fois la proba que f de x vaille f de x2, c'est-à-dire fois P2 plus P3. Mais là, regardez, en fait, par distributivité, ça c'est égal à P2 fois f de x2, plus P3 fois f de x2 qui vaut f de x3 ici, ce qui fait qu'on obtient bien P2 fois f de x2, plus P3 fois f de x3. Ces deux termes-là sont très exactement les deux termes qui sont prévus dans la somme ici qui est donnée par la formule de transfert. Donc ça marche quand même. En fait, on comprend du coup ici que cette formule de transfert sera toujours vraie, que les f de xi soient tous différents ou pas. On va tout de suite s'entraîner avec un petit exercice qu'il faut avoir fait au moins une fois dans sa vie. On va ici s'intéresser notamment à l'espérance d'une loi uniforme sur l'intervalle d'entiers entre 0 et n. Mettez pause dans la vidéo et on corrige juste après. Allons-y pour la correction de l'exercice 1. Donc l'espérance de grand X, bien par définition, c'est cette somme-là. Les probabilités que x vaille k, ce sont toutes les mêmes par définition de la loi uniforme. Alors faites attention, elles valent toutes 1 sur n plus 1, pas 1 sur n. Le nombre d'entiers qu'il y a entre 0 et n, c'est n plus 1. Ce nombre, il ne dépend pas de k, donc on peut le mettre en facteur de la somme, ce qui fait qu'on se retrouve avec 1 sur n plus 1 fois la somme des k. Et la somme des k, on connaît, c'est n plus 1 sur 2. Ensuite, on fait la simplification et on obtient le résultat n sur 2. Aucune surprise, on est en train de regarder ici la moyenne des entiers qui sont compris entre 0 et n. Bon bah oui, c'est n sur 2, pas de problème.
Ensuite, question 2, on va utiliser la formule de transfert. Elle nous dit donc que l'espérance qu'on recherche, c'est la somme des probabilités que x soit égal à k fois eh bien, les 3k au carré moins 1, puisque c'est bien ces valeurs-là qui sont les valeurs prises par la variable aléatoire 3x2 moins 1. Alors, les probabilités ici, même chose, elles valent 1 sur n plus 1. Donc, en le mettant en facteur et par linéarité de la somme, on obtient cette chose-là. Vous voyez qu'on exprime l'espérance qu'on recherche en fonction de cette somme-là, la somme des k au carré. Et là, petit souvenir de calcul algébrique, c'est une somme qu'on connaît, n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. La fin de l'exercice, c'est juste le calcul et on obtient ce résultat-là. On va terminer cette vidéo avec une petite remarque. Que se passe-t-il si on applique la formule de transfert dans le cas particulier d'un couple de variables aléatoires grand X, grand Y? Bien, regardez ce que ça va donner. L'espérance de f de grand X, grand Y, ça va être la somme sur toutes les valeurs possibles du couple grand X, grand Y, mais du coup, ces valeurs possibles, bah, c'est elles-mêmes des couples. Donc, c'est tous les couples du type petit x, petit y. 2, eh bien, premièrement, la probabilité que le couple XY vaille ce couple petit x, petit y, et fois deuxièmement, f de cette valeur, c'est-à-dire f ici du couple petit x, petit y. Voilà, on a appliqué mécaniquement la formule, hein, mais c'est juste que les valeurs ici, bah, c'est des couples. Si jamais on écrit cette somme avec les notations qu'on avait utilisées quand on parlait de couple de variables aléatoires, ça va donner la chose suivante. Ça va donner la somme sur i de la somme sur j, ou éventuellement l'inverse, peu importe, de PIJ, ça c'était la notation qu'on avait utilisée pour parler de la proba que x vaille xi et que y vaille yj. Donc PIJ fois eh bien, f du couple, c'est-à-dire f de xi, yj. Ce qu'on vient de dire pour deux variables aléatoires se généralise à n variables aléatoires. L'espérance de f d'un n-uplet ici de variables aléatoires, c'est égal à la somme sur toutes les valeurs possibles, bah donc là sur tous les n-uplets possibles, de toujours la même chose. D'abord la probabilité que le n-uplet vaille exactement ce n-uplet là, x1, xn, fois f de x1, xn. Ce genre de calcul en pratique peut mener à des calculs, alors non pas de somme double, mais de somme énième, c'est-à-dire la somme sur x1 de la somme sur x2, de 2, etc., jusqu'à la somme sur xn. Bon, n'apprenez surtout pas ça par cœur, en fait vous voyez que c'est vraiment toujours la même formule qui s'applique, à savoir la somme des probabilités fois f des valeurs.